Bonjour et bienvenue à votre émission Tout savoir. Écoutez, on a une émission aujourd'hui intéressante, chargée et gourmande. Et parlons de gourmandise. On a le chef Phil qui est avec nous. Vous allez le voir à l'instant. Il vient nous proposer un repas pour le temps des fêtes. Il est prêt. Et moi, j'ai seulement hâte là d'aller de l'autre côté pour le retrouver, pour pouvoir déguster qu'est-ce qu'il a pu nous concocter. Je vous demande de rester avec moi. Vous allez pouvoir prendre des notes et vous préparer pour un bon réveillon. Enfin, je parle du menu, effectivement. Écoutez, comme j'ai dit, on va parler de beaucoup de choses et la première des choses à discuter, c'est le 82e anniversaire du début de la bataille de Hong Kong. Avec moi, Viveka Melki, qui est cinéaste et elle a coproduit le film documentaire intitulé The Fans. Et pourquoi Viveka est là aujourd'hui? C'est parce qu'il y a un beau partenariat qui s'est fait avec le Musée canadien de la guerre la semaine passée. Oui. La semaine passée. Et tout de suite, pour commencer, je veux juste demander, Viveka, pourquoi tu as été attirée par le monde du cinéma? Ça, c'est la première des choses. Et deuxièmement, pourquoi aller faire des films documentaires sur tout ce qui a rapport avec la guerre? Mais premièrement, j'ai jamais allé à l'école pour cinéma. Pour vrai? Absolument pas. Non, j'ai venu comme immigrante au Canada. Je viens de l'Afrique de l'Ouest, de la Gambie. Je suis née au Sénégal. Alors, j'ai venu... Oui, j'ai venu au Canada, puis c'était pas un choix. L'immigration n'a pas dit on a besoin de plus d'artistes. Hein. Oui. Ils ont dit on a besoin de d'autres choses. Oui. Alors, j'ai fait plein d'autres choses pour longtemps. Mais à 28 ans, j'ai commencé à faire du film juste par être sur les plateaux puis être bénévole. Oui. Alors, je trouve que j'étais en Angleterre, en école, puis l'histoire était très importante. Alors, je pense que c'était là que j'ai commencé avec l'amour pour l'histoire. Quand j'ai venu au Canada, j'ai vécu partout dans le pays et finalement à Rimouski, dans l'Est du Québec. Et c'est là que j'ai commencé à faire la recherche. La recherche, mais travailler avec un fonds des lettres de 300 lettres, qui étaient les lettres de Colonel Jack Price, qui était le chef, le colonel du régiment qui était envoyé à Hong Kong. Et pendant les nuits, je lisais ces lettres et j'ai commencé à comprendre qu'il y a des choses cachées, il y a des choses pas claires dans cette histoire. Et plus que ça, il y avait plein de lettres qui n'étaient pas envoyées. Puis en dessous, les règles de Genève, la Convention de Genève, les prisonniers de guerre doivent être traités dans une certaine façon. Définitivement, oui. Ça n'a pas passé comme ça à Hong Kong pour les Canadiens. Alors en 1941, Hong Kong a eu les Anglais. Angleterre a décidé de demander au Canada pour envoyer 2 régiments de Canada, puis c'était majorité de l'Est du Québec, où j'étais. Et ils ont envoyé 2000 Canadiens, soldats, à Hong Kong pour aider avec la bataille de Hong Kong. La bataille, c'était la plus courte bataille de la guerre et c'était le plus long incarcération de toute la guerre. C'était les Canadiens. Alors, de là, j'ai commencé à faire 10 ans de recherche sur ce sujet. Et puis, de voir qu'il n'y avait pas beaucoup qu'on peut trouver, il n'y avait pas beaucoup de documents, il n'y avait pas beaucoup de rien. Et c'est comme ça qu'on a commencé à faire la recherche et trouver, avec l'aide d'un professeur, Dr. Chiman Kwong, à Hong Kong, on a trouvé des archives incroyables qui sont montrées dans le film, qu'ils n'étaient jamais vues, concernant la vérité de qu'est-ce qui s'est passé dans les camps, quand les Canadiens étaient mis en prison. Alors, parlons de ces lettres-là qui ont déclenché, en fait, ton envie d'aller un peu plus loin. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans ce que tu as lu, dans les lettres de ce colonel? Je suis sûre qu'il y a beaucoup de choses. Ils ont disparu. C'était incroyable. Il y a eu la bataille le 25 décembre et pour 2 ans, on n'avait aucune trace de où ils étaient. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant 2 ans? Oui, il n'y avait aucune règle qui était suivie. Alors, ça a pris 2 ans pour qu'on sache qu'ils sont dans les camps, qu'ils étaient transportés en Japon, qu'ils travaillaient dans les camps de travail là-bas. Et tout ça, on a dans le film qu'on peut voir sur CBC Gem, The Fence. On voit, on entend les radios qu'ils ont en États-Unis attraper les premières voix des gens qui disaient « Je suis en vie, on est à Hong Kong, on est en Japon ». C'était incroyable. Imagine pour les familles qui étaient restées en arrière, sans nouvelles, qui ne savaient pas ce qui s'est passé. Alors, après ça, je dois dire que j'ai commencé la recherche. À ce temps, il y avait des vétérans vivants qui sont dans le film. La semaine passée, le dernier vétéran a décédé, Omida Fredette. C'est le dernier vétéran de Hong Kong. Alors, il ne reste plus pour raconter cette histoire. Alors, c'est là que j'ai 2 vétérans incroyables, tristement, qui sont décédés maintenant, qui parlent de leur histoire, de qu'est-ce qu'ils ont vécu. Parce que c'est comme il y avait plein de livres que j'ai trouvé des livres sur le sujet,
Mais il y avait des choses cachées. Il y avait des choses cachées dedans. Alors, c'est nous qui sommes allés faire beaucoup de recherches pour parler de propagande, pour parler de c'est quoi qui s'est passé. Mais pour moi, de demander pourquoi, mais je viens d'un pays qui n'a pas de démocratie. Alors, je n'ai pas grandi avec un vote. La Gambie avait un dictateur pour longtemps. Alors, on va dire que je sais qu'est-ce que c'est la liberté et je sais qu'est-ce que c'est de perdre ça. Alors, pour moi, c'est certain que les guerres, ça m'affecte partout dans le monde. Mais tu as envie de voir le revers de la médaille aussi. C'est ça, et la résilience. Ouais. Je vais te garder avec moi. On va continuer de parler de résilience après la pause. Vous regardez Tout savoir. De retour à votre émission Tout savoir. Écoutez, on plonge dans une histoire méconnue. Il s'agit en fait des militaires du Canada qui ont été en détention à Hong Kong de 1941 à 1945. Et pour en parler, je suis avec la cinéaste Viveka Melki. Et on en parlait un peu avant la pause de pourquoi tu t'es lancée dans ce projet-là. C'est parti d'une série de lettres d'un colonel de l'époque que tu as vu. Puis ensuite, tu as fait beaucoup de recherches et puis tu t'es dit, pourquoi ne pas mettre ce que j'ai comme information en film documentaire? Oui. Et ça t'a pris beaucoup de recherches. Et tu me disais quelque chose durant la pause, c'est que ces 4 années de détention ont été tragiques, dramatiques, et on n'a jamais eu d'excuses de la part du Japon? Non, le Japon a jamais s'excusé pour ce qu'ils ont fait. Il y avait des versions d'eux, mais pas un clair. Parce que quand on parle de dire pardon ou de dire que quelque chose a passé, on parle de compensation aussi. On parle des Canadiens qui ont travaillé dans les camps là-bas, dans les mines, construit des aéroports, de Kai Tak à Hong Kong. Puis si on doit dire pardon, peut-être on doit parler aussi de l'argent qui doit avoir une compensation. Oui, mais je veux pas... Indemnisation. Le Fence, la clôture, le film s'appelle The Fence, parce que c'est un film qui est fait avec beaucoup de compassion. Alors, dans le film, moi, je parle beaucoup des Japonais et qu'est-ce qu'eux, ils ont vécu aussi. Et c'était l'armée japonaise qui était horrible, très stricte, très dure sur leurs soldats. Alors, j'aimerais dans mes films toujours de voir l'histoire avec un peu de compassion, parce qu'il n'y a pas de noir et blanc, il y a toute zone gris entre la clôture. Oui. Alors, c'est ça le sujet. Mais je veux dire que après ça, tristement, quand les Canadiens ont revenu, ils n'ont pas eu de support du Canada non plus. Ils ont dit, mais tu n'as rien fait, tu étais dans les camps pour 4 ans, alors tu ne travaillais pas dans la guerre, tu n'étais pas un soldat. Mais c'est terrible ça. Ça a pris jusqu'à des années 55-60 pour que les vétérans de Hong Kong reçoivent de support de leur gouvernement. Et c'était très mal compris. C'était tellement une histoire qui était... Est-ce que le Canada était au courant de qu'est-ce qu'eux, ils avaient vécu avant qu'ils ne rentrent au pays? Quand ils sont venus, ils ont parlé aux médecins et les médecins n'ont pas cru. C'était tellement horrible qu'est-ce qu'ils ont vécu, la torture qu'ils ont vécue, ils étaient affamés, ils ne croyaient pas. Ils disent, c'est mieux que tu dis rien. Et on doit parler d'une génération, hein? On parle d'une génération de silence. Alors, il y avait des maisons, j'avais une ligne qui restait avec moi, il y avait ce silence dans les murs de notre maison. Il y avait silence partout. Les hommes ne parlaient pas de ce qu'ils ont vécu et c'était le stress post-traumatique. Mais c'est sûr. Ah, ça passe par les générations. C'est sûr. C'est ça. Alors, c'est pourquoi moi, je connais les enfants. La semaine passée, à la Musée de la Guerre, il y avait des enfants, des vétérans qui parlaient de comment c'était grandir avec ça dans une maison. C'est ça, quand il n'y a pas de guérison, le silence passe, le trauma passe par les générations aussi. Puis même quand on parle même dans le trauma, il y a certains qui trouvent encore de la force pour avoir de la résilience. Et puis je pense que c'est ça que tu essaies de montrer au travers de tout ce que tu produis comme film documentaire et autres qui ont rapport avec les périodes de guerre. C'est ça, la résilience de ces personnes-là. Oui, c'est incroyable. Moi, j'étais dans une révolution quand j'avais 6 ans, à peu près en Gambie. Puis je me rappelle très bien que je sentais sécure avec mes parents, qu'il y avait toujours la joie, il y avait toujours l'espoir, qu'on va s'en sortir. Ça, c'est incroyable. Quand on parle maintenant, on tourne beaucoup dans les communautés partout au Canada, on voit beaucoup de problèmes. On n'a pas besoin d'aller loin, on peut aller dans le Grand Nord pour voir les Inuits qui souffrent. Alors, je veux dire que la résilience, ça fait partie de tous les projets parce que je trouve que c'est ça qu'on veut montrer à la jeunesse spécialement. 10 ans de recherche pour
produire ce film documentaire-là. On en voit un extrait à l'instant. J'aimerais juste poser la question dans la bande-annonce. Ça commence avec une petite fille. Oui. Pourquoi une petite fille? C'était quoi le sens de la mettre là en avant? Mais je vais expliquer que ça, c'est le livre de cette petite fille, Alexander Skvortsov. Celle qu'on voit à l'écran? Oui, c'est ça. Ça, c'est le papa qui a dessiné tout ça. Il a caché dans le mur pendant 4 ans, derrière le lit où ils étaient emprisonnés. Dans le camp, il y avait les Canadiens, les Anglais, les Australiens. Et c'est de là qu'on a reconstruit un camp entier de prisonniers à Cuba. Alors, on a reconstruit le camp de ces photos. Je veux reprendre. Si j'ai bien compris, la petite fille qu'on voit en tout début... C'est Luba Estes, c'est la fille d'Alexander Skvortsov qui a fait les dessins. Wow! Oui, et ça, c'est une des 100 livres qu'il a fait. C'était des dessins qu'il a cachés dans le mur. Et chaque fois que les soldats venaient, ils changeaient leur location. Parce qu'il n'y avait aucune preuve de ce qui s'est passé. Alors, il voudrait avoir une preuve de ce qu'ils ont vécu. C'était dangereux pour lui de faire ça? Très dangereux. S'ils ont attrapé, ils peuvent le tuer, oui. Et puis, comment toi, tu as eu accès à ça, je suppose? C'était dans la collection du colonel. Parce que la première page est dédiée au colonel. Oui. Alors, il dit à Colonel Jack Price... à 25 2 autres décembre. colonels. C'est ça. Ça a commencé le 25 oui, ils ont décembre, perdu la bataille dit, le 25 décembre. Jusqu'au 30 août 1945. Oui, c'est ça. ça. C'est des petits bijoux qu'il faut protéger, garder. Oui. Écoute, je vais le déposer tout doucement. Je ne veux pas le briser. Mais écoute, qu'est-ce que toi, ça a réveillé en toi comme sentiment quand tu as terminé de faire tout ce film documentaire? Parce que oui, tu avais des informations, mais je suis sûre que pendant que tu travaillais sur le film documentaire, tu as appris beaucoup d'autres choses. Absolument. J'étais choquée par les archives qu'on a trouvées, des faits de cannibalisme qui étaient vécus, qui étaient très difficiles. Pour vrai? Alors, ça, c'est une des choses qui nous a choqués beaucoup. On savait que les gens étaient affamés, mais tout le monde était affamé. Et puis, c'est pourquoi je dis dans le film, on parle de ça, puis on parle avec beaucoup de compassion de qu'est-ce que les gens, ils ont vécu. Toute l'Asie de l'Est était en train de souffrir avec un manque de nourriture. Les soldats japonais étaient envoyés de Japon sans aucune nourriture. Alors, c'était très difficile. Mais je veux dire que Luba Estes, la fille, elle est incroyable dans le film. On a reconstruit l'enfant que tu vois, c'est une reconstruction de sa vie. Et pour moi, c'est fait important. Melky Films, on fait beaucoup des histoires avec la voix féminine. Et je pense qu'on doit regarder l'histoire avec des voix des femmes aussi et comment ils ont vécu ça d'une autre perspective, peut-être. Je vois une image en ce moment. Je me demande, c'est qui ça qu'on voit sur la photo? Ça, c'est moi à Cuba qui est en train de faire le tournage avec Dariane Ramirez, qui a joué Luba, qui le ressemble exactement quand elle était jeune. Ça t'a pris combien de temps pour le casting et puis la production? C'était long. 2 ans, difficile. 3 ans? Non, c'était pas si long que ça. Ça a pris à peu près 9 mois. On avait des directions artistiques incroyables qui ont reconstruit la clôture et le camp comme on pourrait. Puis on avait beaucoup de pratiques avec elle, comment marcher, avec Luba, comment elle bougeait. C'était incroyable. C'était une équipe de Montréal, on était super fiers. 10 ans de recherche, 9 mois de réalisation, de production pour avoir un film comme ça. Écoute, félicitations. Merci beaucoup. Je voulais aussi savoir comment le public, tu sais, a accueilli ça. C'est sûr que quand on produit quelque chose, on se dit, bon, je donne le meilleur de moi-même, mais au moment où est-ce que ça doit être présenté au grand public, on a toujours une petite peur, une anxiété de savoir comment ça sera perçu. C'est une très bonne question. Puis pour moi, qu'est-ce qui est important, c'est que les enfants de cette histoire sont d'accord avec le film. Ils ont aimé le film. Nous, on fait qu'est-ce qui s'appelle ethical storytelling, raconter les histoires avec une certaine éthique qui prend le consentement pendant le processus. Parfait. Et dans le film, vous voyez les vétérans et leurs enfants qui aiment le film. Et la semaine passée, à la Musée de la Guerre, comme je dis, c'était le Hong Kong Veterans Association qui était là, qui était d'accord avec le sujet, puis qu'est-ce qu'on a fait. Alors, c'est ça qui est très important pour moi. C'est très encourageant aussi. Est-ce qu'il y a d'autres projets sur lesquels Melky Films travaille? Peut-être on peut les mentionner, peut-être pas. Je ne sais pas si j'ai l'autorisation. Mais on travaille sur notre première fiction qui s'appelle The Gown. C'est sur le Holocauste et sur une histoire d'une femme. Mais c'est une fiction, celui-là. Et on fait 3 films sur le trafic du sexe au Canada. C'est intense. Okay. Ça va bien. En fait, c'est une guerre différente. OK, oui, c'est ça. Mais ça reste une guerre. Là. Mais j'aime bien que tu aimes mettre dans le cœur de tout ce que tu produis, les femmes. Oui. J'aime beaucoup ça. C'est vrai. Écoute, merci beaucoup. C'était une très belle discussion. J'espère te revoir ici quand tu seras de passage encore. Oui, pour pouvoir parler de tes beaux projets là. Et puis, ce livre-là, il m'a scotché.
Il m'a scotché. Félicitations encore. Merci beaucoup. Et pour vous autres à la maison, pour avoir plus d'informations sur le travail de Viveka, vous pouvez visiter son site web à www.melkyfilms.com. Vous le voyez à l'écran. Et puis, vous allez avoir accès à elle. Écoutez, à tout ce travail, ce beau travail qu'elle fait. On va prendre une pause et juste après la pause, on parle de recrutement dans les écoles du CEP. Vous regardez Tout savoir. Merci beaucoup.